Alors, ça va bien, Djibi? Djibi, pardon s'il te plaît. Oui, ça va bien? Chef. Non. Pape. Après la réunion. La fête de famille, c'est après la réunion. C'est bonjour. Djibi, t'es toujours. Bien. Mon colonel, nous avons tenu à visiter ce laboratoire sur les productions végétales. Certainement, tout de suite, de la présentation, je reviendrai, je dirai pourquoi j'ai choisi cela. Alors, je vous présente le personnel qui est là, le docteur Guy Dautin, le docteur Franck Boussoué qui est assis sur l'intérim, parce que ici, c'est une femme qui dirige, mais elle est en mission avec ses livres. Donc, il y a le genre qui est Si vous allez voir un laboratoire qui s'occupe surtout de la recherche sur les vitroplans, c'est-à-dire qu'il fait pousser les plants sur des petits tubes, ce qui fait qu'on peut les multiplier plusieurs fois sans avoir ça nous épargne le repiquage avec les aléas climatiques, etc. Donc il nous expliquera très bientôt, vous allez comprendre pourquoi
il est important de visiter le laboratoire. Et quand je vous ferai la présentation également, je vais il va vous recevoir, il verra comment il va procéder pour la vie. Colonel, le capitaine Dieye. Ok. Voilà, bonjour à tous. Donc, soyez les bienvenus au laboratoire. Ici, c'est le laboratoire national de production pour les productions végétales. Donc, comme son nom l'indique, ce laboratoire va participer pour l'amélioration de la production végétale pour l'ensemble du pays national. Donc, ceci est décliné à travers son objectif, qui est globalement d'utiliser les biotechnologies pour contribuer à cette amélioration de la production et notamment des cultures vivrières. Mais aussi, cette production va passer par une étude des facteurs de production et notamment du sol. Donc, ce laboratoire aussi va jouer un rôle important dans l'intensification et donc l'utilisation de la matière organique. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on veut pour voir comment ces plantes, on peut les améliorer pour pouvoir être adaptées aux les conditions D'accord. Djibi, s'il te plaît. C'est bon? Beaucoup de choses. Ouais. Ouais, on va les accueillir. Vous comme ça autour de la table. Voilà. Vous pouvez venir. Soyez les bienvenus, soyez à l'aise. Je suis ici, en présence de ma collègue Dr Tal et Dr Ley, qui vont essayer de nous expliquer brièvement les étapes de la culture in vitro, ce qu'on fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre à tout moment. Et aussi, il y aura une présentation plus tard pour vous dire tout ce qu'on fait à l'ISRA. Ici, on va juste vous dire au niveau laboratoire, de façon, j'espère, simple, pour que vous puissiez comprendre un peu ce qu'on fait. D'accord? C'est un laboratoire de culture in vitro. In vitro parce qu'on le fait ici à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui est in vivo comme par exemple à l'intérieur de notre corps. Donc on l'appelle in vitro dans des conditions expérimentales. C'est une technique qui permet l'exemple par exemple ici de la patate douce. On part de la patate douce, du mercure, on part du matériel qui sort, petite plante verte en division qui pousse, et on prend ce bout de matériel végétal là et on en fait des petits plants. Comme on l'a fait en conditions in vitro, dans les milieux bien maîtrisés, on connaît exactement la composition du milieu. Donc en le mettant, la plante peut être mise en culture dans ce milieu-là et croître toute seule, parce qu'il y a tous les éléments nutritifs dont a besoin la plante pour pouvoir croître. Et donc on le fait dans des conditions esthétiques, la plante pourra se multiplier et former plusieurs plantes elles-mêmes. Donc à partir d'un petit matériel végétal, on peut en avoir plusieurs. Donc ça vous donne un peu une idée de la capacité de multiplication de la plante. Donc on appelle cette technique-là la culture in vitro, donc mise en culture en conditions expérimentales. Donc ce matériel-là, il y a plusieurs étapes. Donc on part par exemple du méristème, on fait par exemple un petit plant, le petit plant va croître à l'intérieur du tube, quand on est encore un plant beaucoup plus grand, et c'est ainsi qu'on va faire tout le processus. D'accord, jusqu'à obtenir une plante entière avec tous les organes qu'il faut pour pouvoir le sortir. Là, l'oignon qui est là, qui est vraiment prioritaire pour le Sénégal, nous voulons vraiment être suffisant en oignon. D'ici 2025. En tout cas, on va essayer de contribuer à la suffisance animale. Il y a des espèces qui sont comme la patate douce hachée orange qui rentrent dans le cadre du programme de nutrition parce que certaines populations, surtout les enfants et les femmes allaitantes, ont besoin de vitamine A. Ici, une espèce de vitamine A, donc nous contribuons à donner des semences à ces paysans pour faire la culture pour la population. Il y a également la banane qui est là. On travaille beaucoup sur la banane dans la région de Casamance en bas et aussi au Sénégal Tambacounda qui est proche de votre frontière, du fleuve aussi. Donc ce sont les espèces sur lesquelles nous travaillons. Donc nous faisons cette mise en culture pour pouvoir multiplier en grande quantité les espèces dont nous. Donc s'il y a des questions, on va les chez moi. D'accord. Ça va pas long. Entrez. Vous pouvez avancer jusque là. Venez jusque là, avancez. Il y a un groupe qui peut venir par ici. Et le groupe peut venir. Voilà. Arrêtez là. On rentre pas. Il y a
croissance. Vous voyez, c'est des chambres illuminées. Nous, on contrôle la température, l'humidité, la luminosité, pour permettre à la plante de recevoir la quantité suffisante de lumière pour pouvoir croître. C'est important pour la plante de donner assez de lumière pour pouvoir bien partir. Hein. C'est pour ça que c'est un peu éclairé comme donc des chambres de culture. Donc ça sont des chambres qu'on appelle statiques. Vous allez voir tout à l'heure d'autres chambres qui sont différentes. On propose des chambres de croissance organisées là-bas, bien individuelles. Donc allez-y aussi, il y a une autre salle là-bas. D'accord, les autres étaient statiques. Ça sont des salles statiques pour la simple raison qu'il n'y a qu'un panneau du mur où il y a la luminosité. Donc, donc ça, c'est un plan de bananier dans un tube. D'accord, en croissance. Et c'est ça qui va sortir plus tard, qu'on va mettre dans des guettes ou carrément donner chez le producteur. On va vous expliquer un peu l'acclimatation, comment ça se fait. Mais nous, par exemple, quand on transfère cette technologie-là au niveau du paysan, nous préférons que le donner à cet état-là. Imaginez transporter 10 000 plants comme ça peut se faire dans une voiture. Mais imaginez 10 000 plants dans des gaines avec du sable, ça va être très très compliqué. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on tient compte quand on fait de la recherche. Comment transférer notre technologie du laboratoire vers le paysan. Donc il faut que ce soit dans des conditions qui soient quand même acceptables et moins coûteuses pour pouvoir le faire. Donc c'est un peu un exemple. Tout à fait. Tout à fait. On va vous expliquer ça tout de suite, c'est la prochaine étape à l'extérieur. Donc ça aussi c'est la même chose, c'est les chambres rotatives. Donc là vous voyez les gens comment ils travaillent, comment ils font la multiplication. Vous voyez que dans un seul bocal, il y a des dizaines de plants. Donc ils vont les séparer de façon individuelle et les mettre dans des tubes individuels. Donc ils le font en conditions aseptiques très importantes. Donc là c'était un peu le processus de tout ce qui était production in vitro, la culture in vitro. À l'extérieur, on va expliquer maintenant par rapport à la question comment on va transférer ça. Expliquer ici. Après, lors de la rencontre là-bas, la question. Ouais, peut-être qu'il faut dire brièvement, la recherche pluvio-carburant, vous savez, c'est fluctuant. Aujourd'hui, nous sommes face à une chute Voilà. des coûts de pétrole. Du pétrole. La question qu'on se pose, c'est qu'on peut mettre autant de la moitié. Même si ce n'est pas appliqué, c'est la pompe, mais c'est ça qui a beaucoup chuté. Mais la recherche doit être prospective, c'est-à-dire qu'on doit être à l'avant-garde. Il faut quand même se préparer. Si un jour des problèmes se posent, qu'on puisse dire voilà, là ce qu'il faut. Donc ce qui nous a amené nous à travailler beaucoup plus sur les plans. Maintenant, quand on doit faire des biocarburants avec une plante comme le jatropha, il faut le cultiver quelque part. Mais il faut éviter qu'il y ait un conflit entre les cultures de rente, les cultures vivrières et l'utilisation de ce jatropha. La terre elle est unique. Donc nous travaillons également sur le fait de pouvoir trouver des plantes qui puissent s'adapter sur des zones de non-culture, des zones non adaptées à la culture, comme des terres salées, etc. On essaie de chercher des espèces qui s'adaptent à ces zones qui ont été laissées, qui sont dégradées, qui ne sont pas utilisées par la culture. Si ces zones peuvent être utilisées pour le jatropha, donc on peut avoir du biodiesel sans pour autant diminuer les exploitations, sans pour autant qu'il y ait une compétition entre les terres de culture pour la nourriture et autres choses par rapport au biocarburant. Donc c'est ces choses qu'il faut, la recherche c'est vrai, mais il faut qu'elle soit une recherche qui soit appliquée, qui soit rentable. Donc nous travaillons effectivement sur ce genre de problème. Pour accélérer par exemple la croissance des plantes, notamment de certaines espèces comme le karité par exemple. D'accord. D'accord. Autre question? Bon, il y a une question, c'est par rapport au jatropha. Oui. Je ne sais pas si au Sénégal il y a un site avec là où vous avez expérimenté ça. S'il y en a, est-ce que la production en fait, du carburant a commencé ici? D'accord. Donc je vais commencer à répondre à la question besoin de la plante pour pouvoir bien croître et aussi bien s'enraciner. Hein? Il faut que la plante puisse donner aussi les racines si tu veux l'acclimater. Donc on a mis en place un protocole de telle sorte que nous savons exactement qu'est-ce qui entre en composition dans le milieu pour pouvoir accélérer la... Le ministère est ici à l'extérieur, mais on va faire une parce que là on a... Salut, ça va bien?
même au niveau de la serre, on a deux étapes. Là où c'est plus ombré et là où on a plus de soleil. Et là, vous voyez la dame qui est en train de manipuler. C'est les vitroplans qui viennent de sortir du labo. Elle est là pour enlever le milieu riche dans lequel ils étaient dans le labo. Et elle les transplante au niveau des gaines. Voilà, maintenant au niveau des gaines, on les laisse sous-ombrer encore pendant un mois avant de les transférer de l'autre côté. Et vous voyez que plus on avance, plus les plantes sont plus grandes. Voilà. Ça, on a pour le moment 3 variétés de bananes. Les 3 variétés, vous pouvez les lire juste devant. La Continental, Robusta et Williams. Et on a aussi de l'ananas de notre côté. Et tout ça, c'est pour répondre à des demandes soit privées, soit des demandes de l'État. Et on travaille aussi sur un programme de l'État qu'on appelle programme de reconstruction du capital semencier. Et dans ce programme, on produit de la pomme de terre en masse et de la patate douce. La banane, c'est plus demandé par les privés. Et pour la pomme de terre et la patate douce, qu'est-ce qu'on fait sur l'acclimatation? Parce que l'acclimatation aussi, il faut essayer de trouver le meilleur moyen, le meilleur milieu, les meilleures conditions. À l'oignon et on va maintenant commencer la phase d'acclimatation. Et cette phase d'acclimatation ici, il faut chercher les meilleurs moyens. Par exemple, ça c'est conditions de température et d'humidité pour Il y a donc la rencontre de jeunesse là, entre les jeunes de...
Avec le livre, on voit. Oui, c'est Écoutez. un plaisir pour nous de visiter ce centre d'excellence au service de la recherche et surtout de l'agriculture. Merci. Ok, merci mon collègue. On va aller continuer maintenant. Merci. Merci du programme. C'était que ce n'est pas tout Monsieur le directeur scientifique, monsieur le secrétaire général, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous me permettez de vous adresser ces mots de bienvenue dans cette grande maison de sciences, de recherche, mais aussi de savoir qui est l'ISRA. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, et de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, je vous souhaite donc la bienvenue et un bon séjour en terre sénégalaise, terre de paix, terre de dialogue, mais aussi terre de teranga. Je vous transmets alors toutes les salutations de Monsieur le directeur général empêché, mais qui est bien représenté ici par son directeur scientifique, le docteur Traoré, que j'appelle l'infatigable directeur scientifique. Mesdames et messieurs, la belle composition de votre équipe ici présente, sous la direction du colonel Daoud Mohamed, témoigne encore une fois de plus la grande coopération qui lie notre pays, le Sénégal, et vos pays respectifs. Je voudrais rappeler que le Mali, qui abrite encore cette grande école, est particulièrement lié au Sénégal par l'histoire et par la géographie. Je peux vous dire ici que chaque nom sénégalais a un nom malien et chaque nom malien a un nom sénégalais. Le Mali et le Sénégal donc sont liés par l'histoire et M. Traoré, ici présent, est un illustre exemple. Il ne sera pas dépaysé certainement en terre malienne. Mesdames et messieurs, vous me permettez de rappeler que nos pays respectifs peuvent encore compter sur vous pour s'assurer d'une paix, mais également d'une tranquillité durable. C'est le lieu d'exalter la bravoure de nos militaires qui sont encore dans les zones désertiques avec les aléas, faire face aux aléas de température et de vent, de sable, mais également pour faire face au terrorisme. Ce terrorisme grandissant et grimpant, que nous pouvons appeler un serpent venimeux, aura la tête coupée parce que vous aurez certainement à prendre votre sabre pour couper cette tête de manière définitive au niveau de la sous-région. Le Sénégal donc peut compter sur vous, mais l'ensemble des pays qui composent cette école comptent encore sur vous. Vous, les militaires, on attend de vous beaucoup de choses. Et ces choses-là, c'est quoi? La sécurité, la paix, une paix durable. Vous participerez certainement à cette grande tâche qui est la recherche d'une paix, mais également à cette grande tâche qui est la recherche d'un développement pour arriver sûrement à une émergence. Nous voulons un pays émergent, nous voulons un Sénégal émergent, nous voulons un Mali émergent, nous voulons un Burkina émergent, nous voulons l'ensemble des pays de la CEDEAO, que ces pays-là soient des pays émergents. Je voudrais donc, pour terminer, vous dire merci d'être là, monsieur le directeur scientifique. Mon collègue, je pense qu'il est bon qu'on se présente. Je ne voulais pas présenter tous les magistrats ici présents. L'école d'état-major, dans ses activités annuelles, fait des voyages d'études à l'intérieur du Mali et très souvent à l'extérieur aussi du Mali.
et nous choisissons généralement les destinations ouest africaines. C'est dans ce cadre que cette année, nous avons choisi de venir dans un pays voisin du Mali, le Sénégal, et nous ne nous sommes pas trompés d'avoir choisi cette destination parce qu'on a quitté chez nous pour venir chez nous. Le Sénégal est un pays de la Teranga, comme vous l'avez dit, un pays d'accueil. Je pense qu'on ne s'est pas senti ailleurs. Nous nous sentons toujours comme si nous étions au Mali. Parce que chacun ici a de la famille ou des amis. Donc, et dans ce cadre, dans ce programme de voyage d'études, en plus des structures militaires que nous visitons, c'est-à-dire tout ce qui est état-major, direction et tout ça affilié au ministère de la Défense, nous visitons également des structures économiques, culturelles et d'ordre industriel. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous sommes ici, dans ce grand centre d'excellence qui fait beaucoup pour l'agriculture. Comme je l'ai une fois dit, un pays qui parvient à nourrir sa population est un grand pays. Et comme Lula da Silva, l'ancien président du Brésil, le dit, s'il y a un citoyen noble, un citoyen digne à respecter, c'est bien le paysan. Donc je pense que c'est bien pensé. Et nous devons aussi quitter, comme le dit aussi un grand homme d'État sénégalais, le président Wade, qui dit qu'il faut qu'on quitte le stade de paysan pour devenir agriculteur, parce que le paysan c'est encore la daba et puis le fumier des animaux et tout ça. Il faut passer de cette catégorie à l'autre catégorie où c'est la mécanisation avec bien sûr ce que vous faites ici, des semences de qualité adaptée. Bref, je ne suis pas agriculteur mais je suis un peu les événements. Donc pour ne pas monopoliser la parole, je passe la parole d'abord à mon adjoint, l'encadrement qui va se présenter dans l'ordre hiérarchique. Et ensuite, ça serait à tour de rôle des stagiaires. Donc, je suis le lieutenant-colonel Moussa Soumaré, je suis le professeur du groupe 1, assurant l'intérim du commandant en séquence. Le commandant Issoumar, c'est le professeur du groupe 2. Capitaine Sidou Konaté, chef du service stratégique et financier du département-major. C'est le lieutenant Moulibokan Keita, président de la délégation. On commence par là. Commandant Nabil Ramorgan, stagiaire Metz. Commandant d'aviation Mali. Commandant d'aviation Sidi Diallo, Mali. Moi, je suis le capitaine Bokar pour le dialogue du Sénégal. Capitaine Bissette Sissoko du Mali. Commandant Bien Fidel du Congo. Capitaine Carvan du Côte d'Ivoire. Capitaine Samba Diallo du Sénégal. Commandant Boubacar Sachou du Niger. Capitaine Fébussi du Mali. Commandant Moussa Kamara du Mali. Commandant Touré Yao Badira de Guinée. Guinée Conakry. Commandant Boyini François de la Rivière. Capitaine Ahmed Commandant Mamadi Fandek du Mali. Commandant Moukoumboulé du Mali. Capitaine Gilbert Gérard du Mali. Chef de bataillon à Louambeba du Mali. Capitaine Miguel Pascal du Bénin. Commandant Zaman Diané du Mali. Oui, elle, c'est la DIRPA. Voilà, donc elle est de la direction de l'information des relations publiques. Ok, encore. CA et monsieur le directeur scientifique, c'est voilà un peu la délégation qui m'accompagne pour ce déplacement au Sénégal et particulièrement pour cette visite aussi ici à l'ICI. Directeur général, on aurait dit au nom du général commandant, moi en tant que second, vous faire la présentation. Moi, je pense une visite de militaires dans un institut de recherche important. Ensuite, je vous dirai rapidement l'historique de la politique agricole du Sénégal pour rester un peu sur la présentation de l'histoire que nous sommes en train de faire et de conclure. Bon, pourquoi donc un institut de recherche important pour le développement agricole? D'abord par les résultats que nous mettons à disposition de ceux qui font l'agriculture de façon générale, même les industriels. Pour cela, je crois qu'un pays qui n'a pas un institut de recherche adapté, capable de donner des résultats, ne pourra pas avancer. Parce que une plante, une spéculation peut être produite ailleurs, même si vous l'introduisez chez vous, il faudra au moins faire un travail d'adaptation pour qu'il puisse s'adapter à votre pays. Nous sommes aussi des structures où l'on conserve des souches.
pour toutes les maladies, qu'elles soient animales ou végétales, des gènes, que ce soit des gènes dans le cadre phytogénétique ou bien zoogénétique, des gènes d'ordre animal ou végétal. C'est pour dire que bon, les instituts de recherche, ici à l'ESA, je reviens là-dessus, il y a beaucoup de choses que nous conservons, depuis même du temps de la colonisation, des choses que nous avons continué à conserver. Donc, puisque nous sommes avec des militaires, il faudrait dire pourquoi un institut de recherche est important, surtout dans le cas de conflit. Et c'est dangereux de détruire un institut de recherche parce que quand la recherche est détruite, il faut des années, pas 10 ans, pas 20 ans pour reconstruire ce qui a été créé. Tout à l'heure, on vous a parlé de milieux pour lesquels on fait pousser des plantes. Ces milieux ont été recherchés pendant des années. Si aujourd'hui on les détruit, il faut recommencer à zéro. Si on les détruit et qu'on détruit par exemple les papiers sur lesquels ça a été écrit, tout est perdu, il faudra reprendre à zéro. Et ça, c'est des années et des années. Donc, je pense qu'il est important, en cas de conflit, malheureusement, ça arrive souvent, ça arrive malheureusement quelque temps, c'est des structures qu'il faut protéger. J'ai par exemple chez moi aujourd'hui une lettre qui nous vient de la République centrafricaine. Le directeur général de la recherche là-bas demande à tous les États africains de l'aider à reconstituer son capital semencier. Il ne peut plus faire de l'arachide et de la spéculation, parce que tout est détruit. Vous voyez, si on ne les aide pas, combien d'années ces gens mettront? Même quand on doit les aider, nous on ne leur donnera que des petites quantités. Il leur faudra du temps et du temps encore pour adapter et multiplier. Donc ça veut dire qu'ils sont en retard beaucoup de temps. Peut-être que beaucoup de choses qui sont détruites peuvent être achetées, ce qui est achetable. Mais ce qui est de la connaissance ne peut pas être acheté, il faut reconstituer. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment protéger ces structures. Mais aussi, quand vous voulez vraiment frapper un ennemi, certainement quand vous frappez là-bas, vous l'avez eu. De la même manière, quand vous frappez le dépôt de munitions d'un ennemi, vous l'avez certainement anéanti. Bien. Donc pour ce qui est de la politique agricole du Sénégal, rapidement, il faut connaître 5 périodes. Ça, c'est depuis, je parle évidemment de l'indépendance à nos jours. Parce que ce qui est avant l'indépendance, je voudrais ne pas y insister. Donc nous avons d'abord la première période qu'on appelle le règne de l'État paysan. Ça, c'est pratiquement pour tous les États après l'indépendance. L'État a voulu s'immiscer, a voulu en tout cas prendre à corps le développement agricole. Donc l'État s'était vraiment mis dedans pour accompagner les paysans. Mais malheureusement, cette politique a failli dans les années 70-79. Donc c'est la faillite des politiques productivistes. Et je pense même que c'est l'une des raisons, peut-être pas la seule, mais en tout cas c'est l'une des raisons qui ont fait que le président Léopold Sédar Senghor, le premier président, a rendu compte qu'il a échoué. Il a dit sincèrement, j'ai échoué, je donne la place à d'autres plus jeunes. Et c'est en 80 qu'il est parti. Donc vous voyez, 70-79, bon, il est parti. Ensuite, il y a, après le président qui est venu, il y a eu ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel avec la Banque mondiale qui, bon, partout dans tous les pays africains, vous avez connu cette période, hein, de 80 à 89. D'ailleurs, c'est pourquoi aussi celui qui a succédé n'a pas eu trop de succès, en tout cas, n'a pas été très aimé parce qu'il est venu à cette politique d'austérité qu'il fallait imposer, qu'il fallait faire fonctionner. Donc, et l'ajustement n'a pas marché, il fallait réajuster. Et jusqu'à ce qu'il y ait l'alternance politique, l'alternance est venue en 2000, évidemment, avec les résultats de l'ajustement commençaient à être palpables et l'alternance a eu la chance de venir trouver ces résultats. Donc pour le règne paysan, rapidement, c'est de l'indépendance, il y a eu l'accroissement de la diversité. Les gens ont essayé de diversifier la production agricole, de développer les aménagements agricoles, des aménagements hydro-agricoles, d'améliorer les performances des filières agricoles principales, mais aussi de réorganiser les circuits de commercialisation qui ont été hérités par la colonisation. Et qu'est-ce qu'il fallait? Les gens voulaient moderniser les sociétés rurales. Senghor, je pense, il dit souvent que bon, il faudrait que les villages deviennent et beaucoup de maisons en toile, etc. Bon, des trucs comme ça. Bon, c'était son objectif. Faire de l'agriculture le moteur de développement. Ça a toujours été l'idée principale. Et mettre en place des structures d'encadrement. C'est en ce moment qu'on a eu à mettre en place ce qu'on appelle les CRP, ce sont les structures d'expansion rurale polyvalentes, qui devaient, au niveau des zones rurales, essayer en tout cas de regrouper un certain nombre de connaissances et de pouvoir transférer ça aux paysans. Les centres régionaux d'assistance au développement. Et puis, on a créé ce qu'on appelle l'Office de communication de l'arachide, qu'on appelle OCA. Et on a même essayé de mettre en place une banque uniquement pour le monde agricole, qu'on appelle la Banque sénégalaise de développement, la BSD. Il fallait donc, ce qu'on avait choisi, c'était ce qu'on appelle opération dite aide par projet. Donc il fallait diffuser des semences améliorées et traitées pour que les paysans puissent faire de bonnes productions. Utiliser des semoirs et de la houe attelée et de l'engrais azoté, c'est-à-dire que pour que les gens puissent, comme l'a dit le connecteur aussi, puissent passer de la daba à utiliser la mécanisation, même pas l'agriculture attelée. Commencer à utiliser des animaux dans la traction animale, comme les bovins. Faire de l'innovation en encadrant les paysans. Et permettre aussi aux ruraux de pouvoir s'administrer.
Maintenant, après cette faillite, on s'est rendu compte que cette politique, ce n'était pas ce qu'il fallait. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la faillite, la politique productiviste. Donc, il fallait faire ajustement successif de façon successive. Donc, les services techniques agricoles, qui étaient la direction technique nationale et les services nationaux, ont été mis en place. Et leur mission principale, c'est de collecter et de traiter l'information agricole pour permettre aux paysans d'être informés. La recherche agricole qui existait avec la colonisation, après l'indépendance, on n'avait pas restructuré, on avait laissé comme ça. Et maintenant, il fallait qu'elle soit réorganisée. Et c'est pour cela que l'ISRA a été créée en 1974. Donc nous sommes actuellement en train de fêter nos 40 ans. En 1974, comment? Parce que par le regroupement des différentes, je revenais là-dessus. Et il y a eu aussi des sociétés régionales qu'il fallait créer pour le développement de façon locale. C'est comme la SODEVA, la SED au nord, la SOMIVAC au sud, etc. etc. Et puis maintenant, l'OCA qui était la structure qui était chargée de la commercialisation de l'arachide a été mutée, enfin, s'est transformée à ce qu'on appelle l'ONCAD, qui était chargé de l'approvisionnement en intrants, mais également qui devait acheter, commercialiser tout ce qui était produit. Et puis aussi essayer d'encadrer les producteurs en coopérative. Et on demandait à tous les producteurs de s'organiser en coopérative, c'est-à-dire qui était l'intermédiaire entre les populations et l'ONCAD. Et cette adhésion était obligatoire. Si vous n'étiez pas adhérent, vous ne pouvez pas accéder au crédit, ni des semences, etc. Et je me rappelle bien, à l'époque, j'étais jeune, mon papa, il était adhérent, mais comme il ne voulait pas prendre de crédit, nous, on conseillait notre semence à la maison. Donc, des amis venaient nous voir pour dire que, bon, donne ton adhésion pour qu'on aille prendre des crédits à ton nom. Mais il fallait qu'il se fasse, qu'il puisse le faire avec des gens à qui il a confiance. Parce qu'il ne paye pas, c'est lui qu'on va prendre. Voilà. Allez-y. Bien, la banque de développement a été donc mise en place, une caisse de péréquation a été là pour essayer de stabiliser les prix. Parce que la fluctuation des prix qu'on a aujourd'hui, à l'époque, il n'y en avait pas. Bon, le riz, c'était un prix unique. Quand ça baisse, l'État prend la différentielle. Quand ça augmente, il essaie de subventionner. Et ça permettait aussi, je crois que cette façon de faire aussi a permis un climat social apaisé. Parce que quand les choses changent aussi, les gens ne peuvent pas comprendre, ils pensent que vous avez fait ça exprès. Mais quand on fait une péréquation qui permet de stabiliser les prix, parfois, bon, c'est vrai que maintenant, avec l'adaptation, les gens vont dire oui, on a diminué, pourquoi on n'a pas diminué. Mais en fait, ça permettait, en tout cas, de faire de sorte que même quand il y a augmentation, on ne le sent pas rapidement. Donc, on a essayé de mettre aussi des écoles publiques de formation pour essayer de former les gens, de développer, de mettre en place de production d'intrants agricoles. Donc, en tout cas, de tout faire pour que les choses puissent aller mieux. Allez-y. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que les principales institutions mises en place par les autorités sénégalais depuis 60 ont permis le passage de l'agriculture familiale manuelle à une agriculture familiale qui était basée sur l'agriculture attelée. Quoi qu'il en soit, il y a eu quand même ce développement qui était palpable. C'est-à-dire que l'agriculture qui se faisait auparavant par la DABA, etc., a quand même progressé vers la culture attelée. Au Sénégal, aujourd'hui, pratiquement tout le monde utilise la culture attelée. Et les différentes ce qu'on a maintenant, il y a eu les politiques d'ajustement structurel de 80 à 89. Donc, il fallait liquider l'ONCAD. L'ONCAD avait failli à sa mission. Il y avait surendettement, les paysans n'étaient pas payés, etc. En tout cas, des détournements, etc. Il fallait donc liquider cette organisation. Il fallait mettre en place une nouvelle politique agricole depuis 1985 et essayer d'accélérer maintenant le désengagement de l'État. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds disaient qu'il faut que l'État se désengage. Il ne faut pas que l'État soit... il faut que l'État se désengage et s'occupe seulement de son rôle de coordinateur, de gestion, etc. En tout cas, de mission régalienne. Donc, il faut réajuster. Et c'est en ce moment qu'on parlait au Sénégal du slogan « moins d'État, mieux d'État ». Bon, même les gens chantaient ça sans comprendre ce que cela veut dire, mais bon, il fallait toujours dire ça, moins d'État, mieux d'État. Le président disait qu'il fallait que l'État soit moins intervenu, mais en tout cas que cette intervention soit beaucoup mieux. Donc le Sénégal opte pour la réduction des dépenses de fonctionnement au plus des dépenses d'investissement pour relancer la croissance. Bon, théoriquement, en tout cas, c'est ça. Est-ce que ça a été pratiquement ça? Ça, c'est notre problème. Il y a eu le programme d'investissement structurel du secteur agricole, le PASA, le programme d'investissement du secteur agricole, le PISA, etc. En tout cas, un certain nombre de programmes et de l'aide de politique sectorielle qui étaient là pour essayer d'accompagner. Malheureusement, également, il y a eu la dévaluation des francs CFA qui a compliqué les choses. Donc, il y a eu une baisse du pouvoir, je dis du paysan, mais c'est une baisse du pouvoir de tout le monde. Voilà. Donc, après ça, il fallait pas. Donc, l'ajustement n'avait pas suffi. Il fallait réajuster. Et c'était difficile. Donc, en 1997, une politique de relance, la production agricole a été initiée avec la participation bailleurs de fonds et les organisations de paysans. C'est en ce moment qu'il y a eu ce qu'on appelle CNCR au Sénégal, qui est une organisation de paysans, qui venait de naître et qui avait une puissance. Parce qu'il fallait des organisations comme ça pour que ça puisse aller. Donc, on a essayé de mettre en place le PSAOP avec le financement de la Banque mondiale, un financement d'ailleurs pour lequel c'est l'État du Sénégal qui a signé, mais également en présence du leader paysan. Voilà. Il y a eu le programme de l'an d'arachide
qu'il fallait, parce que l'arachide c'est l'une des principales cultures au Sénégal, en tout cas de rente, qui avait perdu de son éclat, donc il fallait essayer de relancer cela. Il y a eu aussi d'autres programmes comme le PAPEL pour l'élevage, bon, etc., etc. Et en 2000, tout le monde le sait, il y a eu ce qu'on appelle l'alternance politique au Sénégal. Bon, les programmes d'ajustement structurel avaient commencé à avoir de fruits, mais bon, comme ceux qui avaient mission d'amener ces politiques n'étaient plus, en tout cas n'étaient pas acceptés, bon, c'était facile, et puis voilà, à l'issue d'une élection en 2000, l'ancien régime est tombé et il y a eu l'alternance politique. Maintenant, depuis lors, il y a eu ce qu'on appelle les politiques agricoles, l'alternance de 2000 à nos jours. Oui, je suis en train de parler Wolof. Donc, nous avons les nouvelles orientations politiques qui sont axées sur la dotation du monde rural en infrastructure et promotion de la diversification agricole. Il fallait diversifier. Il ne faut plus qu'on se fie sur une monoculture, en tout cas sur une ou deux spéculations. C'est-à-dire quand ça ne marche pas, on risque de tomber. Donc, on a dit qu'il faut faire le maïs, le sésame, le fognon, le niébé, etc., etc. Il y a eu aussi naissance de la loi de l'orientation agro-silvopastorale et des mesures d'accompagnement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut informer, il faut une information agricole, éduquer et former au métier de l'agricole, renforcer les capacités du paysan, des OP, et également aussi renforcer les organisations civiles, les collectivités locales et les services de l'État. Et on a essayé de mettre en place ce qu'on appelle la recherche et le conseil agricole. La recherche était déjà là, mais il fallait mettre en place également le conseil agro-silvopastoral. C'est la naissance de ce qu'on appelle l'ANCAR au Sénégal. C'est l'Agence nationale de conseil agricole et rural. Voilà, avec ça, nous avons continué jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles options avec l'agrobusiness. Les gens disent que bon, il faut maintenant l'agrobusiness, l'agriculture familiale est en déphasage, etc. Bon, ce qui est dangereux parce que je crois que l'exploitation principalement au Sénégal repose sur l'exploitation familiale. Il ne faut pas du jour au lendemain balayer ça. Il faut d'abord laisser la place si c'est possible à l'agrobusiness, mais il faut développer l'agriculture familiale. Il y a eu donc ce qu'on appelle un certain nombre de plans, le plan Omega avec le président Wade, le plan REVA qui est devenu ANREVA, ensuite ANIRA. Néanmoins, il faut tenir compte de l'exploitation familiale, d'où donc augmentation du budget et retour à la subvention, mise en place des programmes spéciaux comme maïs, le programme Sésame, le programme Manioc, et surtout une politique de maîtrise de l'eau. Tant qu'on ne maîtrise pas l'eau, on ne peut rien faire. Et c'est en ce moment qu'il est introduit en 2012 ce qu'on appelle la deuxième alternance politique au Sénégal, avec maintenant la naissance du plan Sénégal émergent et du PRACAS, du Japon. Donc, là, le plan Sénégal, là, avec cette nouvelle politique, on a mis en place un plan qu'on appelle le plan Sénégal émergent, et c'est notre nouveau modèle de développement pour accélérer la marche du Sénégal vers l'émergence. Et toutes les écritures, toutes les données, en tout cas toutes les conférences sur l'agriculture, le développement agricole, il faut qu'on se réfère à ce plan. Même pour le développement du Sénégal de façon générale. Donc c'est un nouveau référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. Et sa mise en œuvre en agriculture est représentée par ce qu'on appelle le programme d'accélération de la cadence en agriculture au Sénégal, ce qu'on appelle le PRACAS. Donc, sa mise en œuvre se fera par un certain nombre de fermes qu'il faut mettre en place. Il faut organiser les petits producteurs. Il faut créer 3 zones de greniers qui constituent ce qu'on appelle les corridors céréaliers. Il faut en tout cas un certain nombre. Il y a le riz, le maïs et le sorgho, le mil plutôt. On pense que ce sont 3 céréales principales qu'il faut bien développer. Il faut aussi établir 3 pôles de transformation agroalimentaire pour le développement d'une agro-industrie à haute valeur ajoutée. Et il faut relancer la production nationale d'arachide. Il faut qu'on arrive à 1 million de tonnes. Parce que la production d'arachide a beaucoup chuté. Cela passe par quoi? Cela passe nécessairement par des semences de qualité, quelque chose qu'on a confié à l'Islam. Il faut faire la promotion des PME et des PMI. Il faut donc des secteurs industriels. Il faut un développement intégré et il faut surtout renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par la mobilisation des financements publics mais aussi privés. Allez-y. Bien. Il faut aussi améliorer toutes les filières, qu'elles soient animales et autres choses. Les infrastructures de transformation doivent être renforcées. Il faut créer donc un environnement favorable en essayant de faire une segmentation industrielle pour les produits animaux et aussi végétaux. Et la mise en place de ce PRACAS passera également par la gestion des ressources halieutiques. Nous sommes comme un pays de pêche avec 500 km de côte. Donc il faut réhabiliter les aires marines protégées, les AMP, faire un développement accéléré de l'aquaculture. Il faut que les zones qui ne sont pas au niveau de la mer puissent aussi faire pêcher le poisson. Donc il faut l'aquaculture. Faire la promotion de la pêche continentale et valoriser les produits halieutiques
aquacole avec l'érection de pôles industriels intégrés. Voilà, donc ça c'était un mot pour que vous puissiez comprendre comment l'agriculture au Sénégal a évolué de 60 à nos jours. Maintenant, je vous présente un peu l'ISRA. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la peine que je revienne, l'ISRA a été créé donc en 1974 et c'est un établissement public à caractère scientifique et technique, dont la mission principale est le développement et faire la recherche appliquée pour le développement agricole au Sénégal. L'ISRA est né des structures de recherche de la colonisation. C'est quoi? C'est le CNRA de Bambey, qui était un centre de recherche de l'AOF, le laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire, qui était d'abord un laboratoire central d'élevage, ensuite laboratoire fédéral, à l'époque coloniale bien sûr, et qui, avec les centres de recherche zootechnique d'Ara et de Kolda, était chargé de faire la recherche en élevage et en médecine vétérinaire. Nous avons également le centre national de recherche forestière et le centre de recherche océanographique Dakar-Tiaroy, qui s'occupe de la recherche océanographique depuis la colonisation. Donc ce sont sur ces 4 centres qu'on est parti pour bâtir l'ISRA en 1974. L'ISRA, c'est quoi? Il est administré par un conseil d'administration. Je vous ai présenté son président, le professeur Ngaïsen. Un conseil scientifique et technique qui est un organe consultatif, mais qui doit valider toutes les activités de recherche qu'on mène et de façon annuelle. Et une direction générale donc, qui est l'organe dirigeant, c'est-à-dire il y a le docteur Alil Falcon, je vous ai dit, qui est un directeur de recherche de grade. Nous avons aussi à la recherche des grades. Pour nous, le directeur de recherche, c'est l'équivalent du professeur tutélaire. Donc, c'est le sommet, c'est le général. Il n'y a pas plus que ça. Il y a le directeur scientifique que je suis. Et là, je travaille. Moi, je suis vétérinaire de formation. Je suis docteur et sciences. Mais moi, je suis maître de recherche. Je ne suis pas encore directeur de recherche. Donc, moi, je suis peut-être un colonel. Vous n'êtes pas encore arrivé à l'état du général. Oui. Il y a monsieur le secrétaire général qui est là, qui est un administrateur de classe exceptionnelle. Monsieur l'agent comptable, qui est un comptable émérite. Et nous avons des directions. Hein? Comme ils sont là, il faut le dire. On l'appelle commandant. Avant le colonel, c'est le commandant. Non, c'est le commandant. Donc vous êtes le colonel aussi. Lui, il est commandant, donc lui, il est colonel. Donc nous avons des directeurs de labo, de centres unités qui sont là. Donc celui qui vient de poser la question, c'est le grand monsieur qui s'occupe du BAM, le bureau d'analyse macroéconomique, c'est le docteur... non, vous avez dépassé ce grade de caporal. Donc notre mission, c'est la conception et l'exécution de programmes de recherche sur les productions végétales, forestières, animales, halieutiques et en économie rurale. Je reviens là-dessus. Nous devons aussi procéder à la création de connaissances scientifiques, de générer des innovations technologiques, de mettre au point des outils d'aide à la décision pour l'amélioration du secteur agricole national et même de la sous-région. Nous devons valoriser et transférer les résultats de la recherche. Parce qu'il ne s'agit pas de trouver des choses et de garder. Il faut que ça soit valorisé, que ça soit transféré, que ça soit quelque chose de consommable. Nous devons faire la promotion de la recherche par la recherche. Nous accueillons beaucoup d'étudiants qui viennent faire leur thèse ici, leur master, pendant 2, 3 ou 4 ans. Nous devons développer la coopération scientifique nationale, interafricaine, internationale. L'ISRA, c'est un centre qui reçoit beaucoup de nos collègues qui viennent des autres pays. Nous avons en tout cas, je terminerai par cela certainement, une coopération élargie avec les structures nationales mais également internationales. Nous avons donc 5 domaines de recherche, comme je viens de le citer. Nous avons, ce serait peut-être les armées spéciales si on parle de chez vous. Nous avons la recherche des productions végétatives, donc il faut un collègue qui commande ça. Donc il y a un directeur qui s'occupe de cela, il y a un laboratoire qui répond de cela. Le laboratoire que vous venez de voir, c'est le laboratoire national de recherche des productions végétales. Nous avons la recherche des productions et santé animale. Et là, le laboratoire national qui présente cette recherche, c'est le laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire. Nous avons la recherche des productions forestières, représentée par le Centre national de recherche forestière, qui est dirigé par un colonel des eaux et forêts. Un vrai colonel. Voilà, lui, c'est un colonel des eaux et forêts. Nous avons la recherche de production halieutique, qui est également dirigée par un vrai colonel, un médecin colonel. Il n'est pas là ce matin. Et nous avons la recherche sur la socio-économie rurale, qui est dirigée par notre ami le docteur Djibidia. Qui s'est dit caporal, quoi. Mais qui est colonel. Mais on y va. Lieutenant. Nous avons à Paris là maintenant des centres et laboratoires à compétences nationales. Donc je viens de dire qui correspondent aux 5 domaines que je viens de citer. Le LENERV qui est au campus de Bel-Air, qui est au campus de Bel-Air ici, ce qu'on vient de visiter, le NERV qui est au campus de Anne, le CNRF qui est mitoyen au parc zoologique de Anne, le CROT qui était à Thiaroye maintenant qui est à Anne, et le BAM qui est ici à la direction générale. Nous avons donc animé ce bateau, c'est un bateau de recherche océanographique, un bateau scientifique qui nous permet de suivre
la recherche halieutique au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de la sous-région. C'est un bateau que l'UMOA demande souvent même la CEDEAO, d'aider ces structures à connaître la ressource halieutique tout au long de notre côte, de Dakar bien sûr certainement au Nigeria. Nous avons des centres spécialisés, comme l'UNIVAL, je l'ai dit tantôt, qui est l'unité de valorisation des résultats de la recherche, qui est basée à Anne. Nous avons une unité d'informatique de gestion, qui est ici de la direction générale et qui est sous le couvert du secteur général. Nous avons le CERAS à Thiès, c'est à 110 km d'ici. C'est un centre qui est spécialisé sur la recherche sur les céréales sèches. Donc c'est un centre à vocation régionale. C'est-à-dire que le CERAS, bien qu'étant un structure qui appartient à l'ISRA, mais également travaille avec tous les États, toutes les institutions de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du centre, dans le cadre du CORAF. Donc c'est un centre à vocation régionale qui doit évoluer à un centre régional d'excellence. Actuellement, il est un centre national de spécialisation, un CNS. Il doit donc évoluer vers un centre régional d'excellence. Comme par exemple au Burkina, nous avons un centre d'excellence sur les cultures, sur les produits forestiers. Et au Niger, par exemple, nous avons un centre sur l'élevage, etc. Donc voilà. Nous avons, je crois, en Côte d'Ivoire, le Mali sur le riz. C'est le Mali qui a le centre qui est sur le riz. Et je crois en Côte d'Ivoire, c'est sur la banane plantain, voilà, etc., etc. Nous avons des unités de production, parce que nous faisons la recherche, mais également, il faut qu'on montre aux gens que ces résultats peuvent être produits en quelque chose de consommable. Nous avons une unité de production sur les vaccins. Cette unité produit environ une trentaine de vaccins qui sont utilisés contre toutes les maladies animales du Sénégal, mais aussi de la sous-région. De façon usuelle, on produit certainement 10 ou 12 vaccins qui sont les plus demandés. Mais la capacité de production peut aller jusqu'à une trentaine de vaccins qui couvrent pratiquement toutes les maladies animales que vous pouvez rencontrer dans la sous-région. Nous avons une unité de production de semences, de céréales et de légumineuses qui est basée à Bambey. C'est un centre également important qui s'occupe, parce que les semences, c'est quoi? Il faut que les chercheurs qui sont sélectionneurs travaillent sur ce qu'on appelle les souches. Donc quand on a une variété donnée, ils peuvent faire la sélection, quelques graines sur lesquelles ils sélectionnent pour voir les meilleurs. Maintenant, ils doivent amener ces souches à une génération G1, une génération G2. À partir de là, maintenant, ça passe à la production, ce qu'on appelle génération G3. Donc c'est là la fin de ce qu'on appelle les semences de pré-base. À partir de là, maintenant, il faut faire passer ça à des multiplicateurs de semences avant que ça ne passe chez le paysan. La procédure est très longue. Voilà. Et nous avons également une unité de production de plants fruitiers qui est basée à Sangalkam, donc dans la zone de Dakar, et une unité de gestion des hôtels et centres d'hébergement qui est sous le couvert du secteur général. Lui, il aime gérer ce genre de trucs parce que c'est un gars. Lui, quand on parle de manger, il est là-bas. Nous avons maintenant des centres régionaux. Si on fait le pas avec l'armée, on a des commandements de zone. Voilà. Donc, comme il y a l'état-major, il y a les armées spécialisées, maintenant il y a les commandements de zone. Et nous n'avons pas un découpage qui respecte le découpage administratif. Nous avons plutôt un découpage agroécologique. Donc on a 14 régions au Sénégal, mais ce n'est pas dans les 14 régions, on n'a pas toujours des centres d'islam, non. On a des centres dans des zones agroécologiques. Ce sont des zones qui ont un même climat ou bien en tout cas qui ont une même composante agricole. C'est ainsi qu'on a le centre de développement agricole, de développement horticole de Cambérène, ici à Dakar, mais qui s'occupe principalement de la recherche sur l'horticulture, c'est-à-dire le maraîchage, la recherche arboricole, etc. Dans la zone qu'on appelle la zone des Niayes, qui va de Dakar à Saint-Louis, une petite zone de quelques kilomètres de large, je crois une dizaine ou quinzaine, mais qui a un climat type, un climat spécial qui permet ce genre de production. Mais également, on peut faire de l'horticulture dans tout le Sénégal. Commandant Jean est une femme. Ouais, oui, voilà, cette fois-ci, c'est une femme qui commande cette zone. Nous avons le centre de recherche agricole de Saint-Louis, qui s'occupe de la recherche dans la zone fleuve, qui donc beaucoup plus irriguée. Le directeur général et moi-même, nous avons été longtemps dans ce centre. On a fait 8 ans là-bas. Lui, directeur du centre, et moi, toujours second. Voilà. Je suis heureux d'être second de ce type. Nous avons le Centre national de recherche agricole de Bambey. Bien qu'il soit national, c'est quand même un centre régional qui est à Bambey, qui s'occupe beaucoup plus de la recherche sur le bassin arachidier. C'est-à-dire tout ce qui est arachide et les cultures qui l'accompagnent, bien sûr. Là-bas, pour Saint-Louis et Bambey, les directeurs de ces centres sont des hommes. Nous avons le centre de recherche agricole de Djibelor, à Ziguinchor, qui s'occupe de la recherche dans la base et moyenne Casamance. Nous avons le centre de recherche zootechnique d'Ara, qui s'occupe principalement de la recherche sur la zone sylvo-pastorale, à l'est et au nord-est du Sénégal. Évidemment, principalement sur l'élevage.
surtout de ce qu'on appelle la race de zébus. Et en bas, nous avons le centre de recherche agricole, zootechnique de Kolda, en Haute-Casamance et au Sénégal oriental. Bon, ces centres sont dirigés par des collègues hommes, chercheurs, mais je dis tantôt, vous avez visité ce matin le gros laboratoire, elle est dirigée par une femme. Voilà. Nous avons également, après ça, ce qu'on appelle les PAPEM, les stations et les PAPEM. Ce sont des structures qui sont satellites. Chaque centre a autour de lui un certain nombre de stations ou de PAPEM où l'on mène les essais. Bon, les PAPEM, il y en a beaucoup, je ne peux pas m'entrer à les citer, mais j'ai cité quelques stations, comme la station de Sangalkam, qui n'est pas loin de Dakar et qui est sous la couverture du CDH. La station de Nioro, bon, vous avez Nioro au Mali, mais nous avons Nioro ici aussi, Nioro du Rip. La station de Tambacounda au Sénégal oriental, la station de Fana et Signol qui sont la région des fleuves, la station fraîche de Nyanga, etc., la station de Sefa. Il y a beaucoup de stations, mais j'en ai cité quelques-unes pour juste à titre d'illustration. Peut-être, avant de continuer, je parlais des chefs de centre, mais il y a également, au niveau de la direction scientifique, ce qu'on appelle les charges de mission. Chaque domaine de recherche a un charge de mission qui aide le directeur scientifique à mener sa mission. Et nous avons donc 5 charges de mission, parmi lesquelles il y a une femme. C'est pour dire aussi que les femmes sont dans le circuit. Allez-y. Donc voilà cette carte du Sénégal qui donne à peu près la position des différents centres au PAPEM de l'ISRA. Vous voyez que nous saisissons de couvrir le Sénégal, il y a un peu peut-être, nous sommes moins... Maintenant la coopération, nous avons une coopération nationale et internationale comme je l'ai dit. Et l'ISRA... Nous avons un laboratoire de Népal en biotechnologie que nous abritons dans notre campus de Anne. Nous avons un laboratoire de Agra. Agra, c'est la révolution verte de Kofi Annan, du projet de Kofi Annan. Ils ont une fondation plutôt. Et nous abritons ici du Sud, parce qu'il y a un corridor également, cette fois sur le Sud. Nous avons aussi un paquet également. Nous avons notre centre de documentation pour le PORAF, toujours avec le PPCDF, qui est un DIPI, c'est-à-dire l'Union supérieure. Sur le plan national, nous sommes membres de ce qu'on appelle le système national de recherche agricole et silo-pastoral, qui regroupe les centres de recherche comme l'ISNA, comme l'EPA et toutes les universités du Sénégal. Et actuellement, même silo-pastoral. Et sur le plan de la coopération africaine, bien sûr, nous sommes une structure membre du PORAF. D'ailleurs, le PORAF a son siège au Sénégal. Nous sommes membres du PORAF. Et nous avons des relations avec pratiquement tous les systèmes nationaux, de recherche agricole dans la zone de l'UMOA. Surtout que beaucoup de chercheurs font leur doctorat entre l'Université du Sénégal, mais également l'Université européenne ou américaine, etc. Ce schéma reprend à peu près ce que nous avons comme coopération régionale, continentale, multilatérale, bilatérale, etc. Donc c'est une situation que du développement économique et social du Sénégal. Il y a beaucoup de finir. Et nous... Je demanderai simplement au colonel de tourner la tête un peu vers la gauche pour regarder que nous avons également une très belle dame, celle du budget de l'ISRA. Le budget qui dépasse pratiquement une vingtaine de milliards est faite par une dame. Cette dame-là ici présente qui est derrière nous. Oui. Est-ce qu'elles sont célibataires? Chacun va prendre une. Oui, ça va. Tout va bien. Oui, ça va. Merci. Et comme je le disais, on passe maintenant aux choses.